ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. News Jardin TV vous présente Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, plantes, botanique, jardin et jardinage, animée par Patrick Mulan et Pierre-Alexandre Risser. Et oui mes amis, nous revoici, nous sommes le samedi 15 octobre et nous allons vous présenter la 72e émission Bienvenue au Jardin. Et j'ai le plaisir de vous la présenter avec mon camarade Pierre-Alexandre Risser, que vous connaissez bien maintenant. C'est notre paysagiste attitré. Salut Pierre. Bonjour Patrick. Et bonjour à tous. Nous sommes le 288e jour de l'année. Il en reste un petit peu. Ouais, 77. Les nuits arrivent de plus en plus tôt. Et les jours se lèvent de plus en plus tard. Oui, donc pour le jardinage, c'est embêtant. 22e jour du signe astrologique de la Balance, 24e du mois plutôt, vendémiaire dans le calendrier républicain français, c'est le jour de l'Amaryllis. Alors attention, pas l'Amaryllis que vous connaissez habituellement, la vraie Amaryllis, Amaryllis belladonna. Tu la connais ? Oui, on connaît plus l'Amaryllis qu'on va trouver chez les fleuristes. Qui s'appelle Hippeastrum, son vrai nom. Hippeastrum. Et Amaryllis belladonna, qui a donné donc son nom à la famille des Amaryllidaceae, c'est un peu normal que Pierre l'utilise pas vraiment, parce que c'est quand même une plante assez frileuse, plante d'Afrique du Sud, mais plante qui aime vraiment pas le gel. On en voit beaucoup en Bretagne. Sur le littoral, il y a énormément de jardins qui en ont. On en voit beaucoup sur tous les littoraux et après tous les jardins aussi, Afrique du Nord, enfin vraiment Côte d'Azur. En fait, elle est très frileuse. Il faut qu'il y ait zéro gel. Voilà, il faut qu'il y ait zéro gel à zéro. Le genre Amaryllis comprend 4 espèces seulement. Une qui vient du Chili, qui a des fleurs jaunes que certains appellent zéphyrantes, à tort d'ailleurs, qui s'appelle Amaryllis bagnoldii. La belladonna dont on va parler maintenant, franchement, j'ai pas trouvé du tout, Condemeita et Paradisicola. Ça, ce sont donc l'ensemble des amaryllis qui sont validés par la nomenclature botanique internationale. Que signifie le nom Amaryllis ? Tu vas nous le dire. Éblouissant, splendide. Et c'est M. Linné, évidemment, qui lui a donné ce nom. Et c'était aussi celui d'une nymphe qui était citée notamment par Virgile, et qui faisait succomber les mortels par sa beauté. Donc on voyait Amaryllis, paf, on en tombait raide mort tellement elle était jolie. Et belladonna, ça confirme, puisque ça veut dire simplement... Belle personne. Belle dame. Je viens de vous dire depuis le début, une Amaryllis. Vous allez vous dire, mais pourquoi il dit une Amaryllis ? Tout le monde dit un Amaryllis. Bah oui, mais tout le monde, vous avez tort, parce que le nom Amaryllis, lorsqu'il s'agit d'une plante, est féminin. Que ce soit la belladonna ou que ce soit l'Hippeastrum que vous cultivez habituellement. Et il y a un Amaryllis masculin. C'est un papillon. Ah bon ? Un papillon de nuit, c'est le nom vernaculaire du papillon de nuit Epinephelé titonus, qui est un joli papillon que l'on vous montrera sur la vidéo. Attention aussi à un risque de confusion qui serait grave avec la belladone, parce que Amaryllis belladonna ne veut pas dire que c'est la belladone. Belladone, c'est Atropa belladonna, une plante toxique dont on a déjà parlé, de la famille des Solanacées. Amaryllis belladonna, c'est une plante d'automne, et c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. Ça fleurit parfois dès la fin de l'été. Ça fleurit avant les feuilles, comme d'ailleurs l'Amaryllis qu'on cultive en pot. Et vous avez donc des grands ambes florales qui sortent comme ça, qui sont hautes, 60 cm facile, avec un superbe entonnoir, un cornet rose intense. Il est extrêmement facile de confondre cette plante avec une autre bulbeuse que tu connais peut-être de nom, qu'on ne voit pas très souvent, qui s'appelle Lycoris squamigera. Franchement, quand vous regardez que les fleurs, difficile de dire qui est qui. Il faut regarder la disposition des pétales. Parce que quand vous regardez Amaryllis belladonna,
c'est serré, vraiment la trompette avec les pétales qui sont quasiment imbriqués. Sur le licorice, vous avez en revanche un espace entre les pétales. Donc il faut vraiment regarder de près. Il y a en général des ombelles. C'est pour ça que c'est très spectaculaire, parce que sur cette hampe florale, vous n'avez pas une seule fleur. Vous avez 6 entonnoirs en moyenne qui font 6 à 10 cm. Donc ça vous fait quand même une grosse tête. Et elles sont parfumées. Alors ça sent pas à des kilomètres, mais quand on met son nez dessus, c'est vraiment très très agréable. Et curieusement, les feuilles vont arriver après la floraison. Ce sont des rubans qui n'ont pas vraiment d'intérêt. On va planter dans les régions où moins 3 degrés, ça va être dans le minimum. Si vous êtes vraiment sûr, vous plantez vers la fin de l'été ou au printemps. On peut le planter très rapidement, parce que c'est un peu comme le bulbe de colchique, on le plante et hop, ça se met à fleurir tout de suite. Ou vous pouvez le cultiver en pot, en serre, pourquoi pas? Parce que c'est intéressant quand même d'avoir ces fleurs qui ressemblent à des fleurs d'hiver, on va dire, en ce moment. Et on va en pot le nourrir quand même un petit peu avec un engrais liquide habituel. On va terminer avec le langage des fleurs. L'amaryllis, donc notre Amaryllis belladonna, c'est la fierté, l'arrogance, sans doute parce que lorsqu'elle est arrivée en Europe au XIXe siècle, on avait un mal de chien à la faire fleurir, du fait tout simplement de ses origines australes. Parce que quand on change d'hémisphère une plante, elle va pas très bien en général. T'as déjà remarqué ça? Oui, des floraisons décalées. Voilà, c'est ça. Elles ont l'habitude de fleurir à l'automne chez eux, mais l'automne chez eux, c'est le printemps chez nous. Oui. Donc ça fait un petit peu de problème. Et on terminera juste avec une petite allusion à la beauté de la fleur qui a été écrite par un inconnu qui dit « Lorsque la belle Amaryllis se montre et brille de toute la richesse de ses feux, le modeste lys se cache la tête. » 15 octobre 1776. Que se passe-t-il dans le monde botanique, mon cher Pierre? John Ellis a passé l'arme à gauche. Voilà. Il décède à Londres. C'était un naturaliste britannique qui est né vers 1710, on ne sait pas trop, en Irlande. Alors au départ, il est surtout spécialiste des invertébrés marins, des coraux notamment. Et puis, il a fait une chose importante en botanique, parce que il est celui qui a décrit le premier la Dionée. Dionée muscipula, le 23 septembre 1769. Et il a écrit à Carl von Linné, qui était de son époque, et il disait « Mon cher ami, je sais que toute découverte dans la nature est un régal pour vous, mais avec cela, vous allez faire la fête. » Et curieusement, Linné a vu que la plante était bizarroïde, et il l'a classée à part. Il ne l'a pas mis dans son système, mais il n'avait pas vu, ou même pas imaginé qu'elle pouvait être carnivore. John Ellis, il a été très important aussi pour la botanique. Pourquoi? Mais parce que, en fait, il a expédié énormément de plantes, de graines depuis les États-Unis vers l'Europe. Et grâce à lui, en fait, on a introduit dans nos régions des tas de plantes. Notamment, tiens, une plante que peut-être tu cultives, Alésia carolina. Oui, on a planté un peu. Le problème de l'Alésia, je dirais que dans les petits jardins, sa floraison est tellement fugace et tellement courte qu'on préfère d'autres plantes. Un petit peu frileux par aussi. Par contre, quand on a des grands jardins, pourquoi pas, oui. Alors, il a créé le genre Gardenia aussi. Il y a des Gardenias un peu plus rustiques maintenant. Un peu plus rustiques, jusqu'à -5. Ouais. Que tu plantes ou... Il faut vraiment avoir un substrat qui est parfait, donc assez acide. On en plante, mais vraiment avec parcimonie. Voilà. Et M. Linné, qui n'était pas un ingrat, avait qualifié John Ellis d'étoile de l'histoire naturelle. Alors aujourd'hui, le 15 octobre, on fête Sainte Thérèse d'Avila et Sainte Aurélie. Et que nous dis-tu comme dicton? Souvent, au 15 octobre, le temps s'apaise, car c'est l'été de la Sainte Thérèse. C'est souvent vrai, espérons que ça sera le cas. Un petit avec Aurélie, non? À la Sainte Aurélie s'épanouit le plumet d'argent de l'eulalie. Alors le lalis, c'est le Miscanthus sinensis. Ça fleurit déjà depuis un mois, mais c'est vrai que ça fleurit très très longtemps. Oui, ça fleurit de mi-août jusqu'à fin octobre. Je vous conseille même de laisser les plumets, bien sûr, parce que quand ils seront pris en glace en hiver, là, ça va être vraiment très très joli. Moi, mes petits dictons, ça sera à la Sainte Aurélie, on croque la fleur des physalis. Vous savez, ces petits amours en cage qui mûrissent en ce moment. Attention, il faut vraiment qu'ils soient très mûrs, sans ça, c'est pas bon du tout. Mais c'est agréable quand c'est bien mûr. Et à la Sainte Aurélie, au lapin, les pissenlits.
Pourquoi est-ce que l'on dit ça? Parce qu'à cette époque-ci, ils sont devenus vraiment un peu durs et très amers pour faire une salade, donc on les laisse simplement au lapin. Alors, mon cher Pierre, que nous dit Sylvie? L'été dernier, j'ai trouvé 6 grosses chenilles, du Cossus gadebois dans la pelouse. Je possède un saule-crevette, l'arbre a environ 15 ans et le tronc à sa base est abîmé. Comment puis-je protéger le saule du papillon? Elle nous dit même qu'en dehors de ça, la chenille est très belle. Le problème, c'est quand il y a des cossus, donc qui sont des papillons, hein, des insectes, dont la larve se développe à l'intérieur des troncs. Franchement, vous pouvez vous dire qu'il y a un problème déjà sur vos arbres ou sur votre arbre. Parce que ça n'attaque jamais les plantes en bonne santé. Non. C'est vrai que quand la chenille est dans l'arbre, c'est déjà trop tard. Puis surtout, parce que ça attaque peu de plantes d'ornement, essentiellement des essences forestières et les arbres fruitiers. Et c'est ça qui nous embête le plus, parce que pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers, ils y passent. Qu'est-ce que le Cossus gadebois? C'est un grand papillon qui fait jusqu'à 7-8 cm d'envergure. Il est nocturne, donc on ne le voit pas souvent. Il est beige, avec des lignes transversales un petit peu sombres et puis qui ne sont pas droites, un petit peu tortillées. C'est velu, bien sûr, comme beaucoup de papillons de nuit. Et on appelle ça un papillon cryptique. Pourquoi? Parce que quand il est posé sur un arbre, eh bien, il est parfaitement mimétique. On ne le voit pratiquement pas. Sa larve, elle peut faire 10 cm de long. C'est brunâtre, un peu jaune sur les côtés, grosse tête noire, puis alors surtout les mandibules bien costauds. Pourquoi? Parce qu'elle va se nourrir de l'intérieur de l'arbre, carrément forer des galeries, et donc ça pose des problèmes monstrueux. Et comme disait Pierre, oui, quand ils sont là, qu'est-ce que l'on fait? Rien du tout. La seule manière d'éviter les dégâts là-dessus, c'est d'utiliser des pièges à phéromones. Donc, si vous avez un arbre qui n'est pas trop en forme, si vous avez entendu parler de possibles attaques à côté de chez vous, vous allez mettre ces pièges à phéromones. On les trouve sur Internet, chez Biotope ou chez Insectosphère. Ça va au moins vous dire qu'il y a les papillons, vous allez en piéger quelques-uns. Vous allez repérer les arbres attaqués parce qu'il y a de la sueur, un petit peu rougeâtre au pied. C'est quoi? C'est tout simplement les déjections de la chenille mélangées à la sueur qui est due à son forage. Et vraiment, c'est pas sympa d'avoir ce type d'animal qui attaque vos plantes. Vous n'avez pas encore la main verte? Alors suivez les bons conseils de News Jardin TV avec nos paroles d'experts. Je voulais qu'on parle du cuivre dans le jardin, du moins de l'utilisation des produits à base de cuivre, parce que depuis la loi Labbé, qui, au 1er janvier 2019, nous a interdit l'utilisation des produits anti-cryptogamiques notamment, mais aussi insecticides de synthèse, on n'a plus que ça, avec le soufre, comme élément de traitement, de soins par rapport aux maladies cryptogamiques, donc par rapport aux maladies dues à des champignons. Tu es familiarisé avec la bouillie bordelaise? C'est quelque chose que tu emploies? On l'a beaucoup employé et depuis quelques années, on ne l'emploie plus du tout. Aujourd'hui, on utilise dans des jardins uniquement des végétaux qui sont résistants aux maladies et aux ravageurs. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'une plante en bonne santé est moins attaquée qu'une plante qui a des faiblesses. Donc ce qu'il faut, c'est déjà en préventif de mettre la bonne plante au bon endroit. Et c'est comme pour les humains, si vous avez une alimentation qui est correcte, vous êtes moins malade que si vous avez une alimentation qui n'est pas correcte. Alors ça, c'est une théorie qui est développée aujourd'hui et qui n'est pas réellement vraie. Je vais t'expliquer pourquoi c'est pas vrai. Tout simplement parce que génétiquement, il y a des végétaux qui, de toute façon, sont facilement attaqués, comme il y a des personnes qui sont plus malades que d'autres, tout en étant des humains comme les autres. Si on prend certaines variétés de rosiers, il y en a très très peu qui sont totalement résistantes au Marsonia, qui est cette tache noire. Si on veut éviter qu'elle se développe, le mieux c'est quand même de créer une protection. Bien sûr. Sur les arbres fruitiers, on a parlé du poirier la semaine dernière, c'est très difficile de ne pas avoir soit de la tavelure, soit du monilia, et on est obligé quand même de les protéger. Sans ça, on ne récolte rien.
Oui, mais quelques feuilles malades, c'est pas très grave. Si on lui donne toutes les armes, il résistera mieux. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas attraper la maladie, mais il y résistera mieux. La tavelure, Oui. c'est insupportable pour 2 raisons. C'est-à-dire que ça n'attaque pas que les feuilles, Ça ça attaque énormément les fruits qui deviennent inconsommables et qu'il ne faut pas consommer parce que je vous signale qu'il y a ce qu'on appelle des mycotoxines qui sont des substances sécrétées par les champignons et notamment pas mal de champignons pathogènes des plantes, pas hyper toxiques, mais qui donnent quand même des problèmes sur ce que l'on récolte. Le Monilia, par exemple, qui est cette maladie qui crée de la pourriture avec des cercles concentriques sur les fruits, difficile de récolter. Donc quand on a un arbre fruitier, généralement, on essaye d'avoir des fruits. Bien sûr, n'empêche que si les arbres sont en meilleure santé, ils résisteront mieux que s'ils ont des faiblesses. Et après, on a une recette à base de savon noir, bicarbonate de soude, huile essentielle d'ail ou huile essentielle de piment. C'est plus efficace sur les insectes, ça. L'huile essentielle d'ail est fongicide curative. Et on a des résultats, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas plus de plantes malades et atteintes qu'il y a 15 ans en arrière. Voilà. Heureusement. Maintenant, c'est de l'agrément. Je ne parle pas pour des professionnels qui ont des vergers dont ils doivent vivre et tout ça. Je dis que pour le jardin d'agrément, aujourd'hui, il faut essayer de trouver une nouvelle façon de cultiver, une nouvelle approche aussi, de dire que si on a 3 feuilles malades sur un rosier, ben on les enlève à la main, on n'est pas très grave. Le problème, c'est d'expliquer aussi ce que sont ces produits cupriques, à quoi ça sert. Tu as évoqué l'huile essentielle d'ail, il y a aussi l'huile essentielle d'orange qui donne des bons résultats aussi au niveau fongicide. Mais c'est pareil, c'est plutôt très efficace sur l'oïdium, par exemple, quand c'est externe. Sur les maladies internes, c'est compliqué. Et le cuivre, c'est pareil. Ce que l'on va dire là maintenant, ça ne sert qu'à protéger. Une fois que la maladie est là, et notamment sur les mildious, par exemple, une fois que c'est à l'intérieur de la plante, vous pouvez mettre tout le cuivre que vous voulez, ça servira à rien. Le cuivre, c'est un produit naturel qui, s'il est utilisé à dose correcte et pas trop souvent, c'est un produit qui n'a aucun danger. Maintenant, c'est tout le problème dans la nature. Rien n'est poison, tout est poison, c'est la dose qui fait le poison. Il y a des terres, certaines vignes, qui sont gorgées de cuivre, qui sont impropres. Les doses ont été très importantes. Tu as entièrement raison, on va en parler rapidement parce qu'il y a une législation là-dessus. La bouillie bordelaise, c'est une solution de sulfate de cuivre avec de la chaux. C'est dosé à 10 à 30 grammes par litre de cuivre et un tiers de chaux. Plein de marques vendent ce produit-là. Il a comme défaut le fait de tacher pas mal les feuilles sur lesquelles on a pulvérisé en gris, vert, bleuté. Pourquoi la bouillie bordelaise ? Parce que ça a été découvert a priori par un chimiste bordelais qui s'appelait Ulysse Gaillon et un botaniste qui était avec lui qui s'appelait Alexis Millardet au début des années 1880. C'était extrêmement utile à l'époque, parce que sinon, on récoltait rien du tout. On avait quand même beaucoup de problèmes de mildiou. L'action anticryptogamique de cette bouillie aurait été découverte par hasard, parce que les vignerons, ils utilisaient ce mélange-là, pas pour protéger leurs plantes des maladies, mais pour rendre les raisins immangeables par les gens qui venaient les piquer dans les vignes. Ils les nettoyaient après la vendange, mais ils ne voulaient pas qu'on vienne manger leurs raisins sur les ceps. C'est un fongicide très polyvalent, c'est ça qui est intéressant. Il bloque le développement de la plupart des champignons avec ce défaut. Il faut bien le dire, je ne suis pas un promoteur de produits phytosanitaires. Simplement, quand on est malade, on se soigne. Bon. Il faut savoir quand même que, aussi, comme tous les médicaments, il y a des effets secondaires. Et là, les effets secondaires sont importants. C'est-à-dire que si vous laissez ruisseler plein de bouillie bordelaise sur le sol, vous tuez les champignons du sol. Or, on l'a dit pas mal de fois, c'est quand même utile, les champignons du sol. Moi, j'avais entendu une autre histoire. C'est que pour protéger les piquets de la vigne, on tend des piquets avec des câbles pour la palisser. Pour protéger le bois, ils trempaient le bois dans du cuivre. Ils avaient remarqué que les vignes qui étaient à côté du piquet de bois avaient moins de mildiou que celles qui étaient éloignées et que c'est comme ça qu'ils auraient fait le lien. Il faut savoir qu'on peut mélanger le cuivre avec le soufre. On a à ce moment-là un effet intéressant, mildiou, oïdium. On va aussi se dire que certaines maladies que l'on ne pouvait pas traiter autrement sont efficacement soignées avec la bouillie bordelaise. C'est quoi ? Eh bien, ce sont les maladies bactériennes. C'est le seul produit dont on peut avoir usage qui a un effet antibactérien. Pas non plus d'une efficacité extraordinaire, mais ça peut empêcher
les bactéries. Oui, on avait l'habitude, sur des arbres fruitiers, sur de la vigne, de traiter au cuivre au moment de la chute des feuilles, parce qu'il y a une cicatrice qui se fait quand la feuille tombe. Donc le cuivre venait sur la cicatrice et empêchait les germes de champignons de rentrer. Et on repasse un traitement juste avant que les bourgeons éclosent. Voilà. C'était au moins les 2 traitements que l'on faisait, et on nettoyait, entre guillemets, des champignons un peu les plantes. Moi, je continue à conseiller ce genre de traitement, puisque là, c'est que du préventif, et si vous le faites comme ça, c'est déjà pas si mal. Si vous n'appréciez pas cette couleur, et puis si vous voulez un produit qui, a priori, serait quand même moins toxique, vous avez l'hydroxyde de cuivre. Il semblerait que sous le nom de bouillie bordelaise, aujourd'hui, beaucoup de marques du jardin vendent non plus du sulfate de cuivre, mais de l'hydroxyde de cuivre. C'est beaucoup utilisé par les maraîchers aussi, et c'est un produit qui est d'origine naturelle, mais c'est quand même fabriqué de façon chimique, et c'est quand même plus efficace, et notamment sur les botrytis. Les botrytis qui font des pourritures grises, c'est quand même vraiment quelque chose d'important. On trouve aussi de l'oxychlorure de cuivre, moins toxique aussi que la bouillie bordelaise, mais moins actif. Donc je pense qu'on l'a surtout dans le monde professionnel, ou alors sur les produits qui sont vendus contre la cloque du pêcher, parce que le sulfate de cuivre n'est pas très actif sur la cloque du pêcher, et c'est pareil, ce que tu as dit, traiter en préventif sur la cloque du pêcher, ça serait quand même très, très, très bien. Quoi de neuf au jardin? Patrick Mulan et Pierre-Alexandre Risser ont sélectionné pour vous nouveautés à découvrir, salons et fêtes des plantes à visiter. Alors, mon cher Pierre, aurais-tu une plante à nous mettre en action, une petite actualité? Une petite actualité, mais disons que j'ai envie de parler de l'Osmanthus burkhoudi. Ah oui. C'est un arbuste persistant, dont la feuille ressemble un petit peu au buis. Une floraison blanche au printemps magnifique, avec un parfum extraordinaire, et que c'est une plante qui se taille en taille adulte au bout de 15 ans. Si elle arrive à faire 3 mètres, ça sera bien. Donc on va dire que c'est une petite plante et qu'elle est parfaite pour être taillée ou en forme libre. On peut en faire plein de choses. Ça supporte très 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 bien le coup de sécateur? Ça supporte très bien la taille, magnifiquement bien. On peut les laisser en 30-40 cm seulement pendant 15, 20, 30 ans sans aucun problème. C'est une plante magnifique qui n'a pas de maladie ni de ravageurs connus à ce jour, qui va aussi bien en plein soleil qu'à mi-ombre, qui s'adapte à tous les jardins. Et le sol? Vraiment, tout sol, tout type de sol, et résistante au froid au moins jusqu'à moins 15, moins 18. On vous conseille de planter l'Osmanthus burkhoudi, et on insistera quand même sur le parfum. Franchement, alors c'est pas maintenant, c'est au printemps, mais c'est vraiment génial au niveau du parfum. Alors moi, j'ai aussi une plante qui n'est pas trop parfumée, celle-là, bien qu'elle aurait pu l'être. C'est un rosier grimpant qui s'appelle David Hockney, qui vient de sortir chez Meillan. Alors, pourquoi David Hockney? Parce que c'est c'est un grand artiste né en 1937 et qui vit depuis 2019 en Normandie et qui est vraiment un as du pinceau et qui fait aussi de très très jolis paysages. Et Meillan a voulu l'honorer avec un rosier grimpant très très vigoureux qui est vraiment à l'ancienne, avec des belles grosses roses, crème nuancée d'ocre et de rose. C'est vraiment très joli. Alors, comme tous les rosiers modernes aujourd'hui, il y a une bonne résistance aux maladies. Et au niveau du parfum, c'est pas énorme. Mais il est quand même un tout petit peu là. Un petit parfum de rose, on va dire. C'est pas un immense rosier grimpant. Il va faire 2 à 3 mètres maximum. Je pense qu'on pourrait même le cultiver dans un certain bac. Et il fait partie de cette collection qu'ils appellent Romantica chez Meillan et qui est vraiment, vraiment très sympa. Donc, David Hockney. Au niveau des manifestations et salons du 21 au 23 octobre, je vous donne toujours pour la semaine après, comme ça vous avez le temps de pouvoir y aller. Exposition d'orchidées dans la salle multiculturelle La Chênaie de la ville de Breuillet. Alors Breuillet, il y en a en Ile-de-France, mais c'est pas là. C'est en Charente-Maritime. Il y aura plus de 3000 plantes exposées dans un décor tropical. C'est organisé par une association qui s'appelle Orchidée 17. Même date, donc 21-23 octobre, Salon national de l'aquaponie sur le site Ecologia à Louvernay, en Mayenne. Alors c'est la 2e édition de cette expo qui est destiné au développement de l'aquaponie. Alors, l'aquaponie, vous ne savez peut-être pas ce que c'est. On en a fait un reportage sur News Jardin TV qui est très intéressant, où on associe en fait l'élevage des poissons avec la culture des plantes, les déjections des poissons servant de fertilisation aux plantes qui sont cultivées, on va dire, en aquaculture, puisqu'en fait, leurs racines trempent dans l'eau. C'est une technique d'avenir. Tu pratiques un peu? Non, j'ai déjà vu. Je suis
très intéressés par cette technique. Les Asiatiques le faisaient déjà depuis longtemps. C'est un cercle vertueux et ça peut vraiment être intéressant. Et on peut le faire aussi dans son jardin si on a envie d'avoir un bassin et placer ça avec un potager ou autre chose. Ça peut être assez rigolo à faire, surtout si on a des enfants. Voilà, mais il faut quand même toute une installation. Et là, vous pourrez rencontrer des professionnels qui vont vous présenter ces techniques. Donc, je rappelle, c'est à Ecologia à Louvernay en Mayenne. Et puis le 22 octobre, ah oui, ça c'est un vrai clin d'œil, de 10h à midi à l'hôtel Charlemagne de Lyon, vous aurez une rencontre possible avec Thérèse Loubert. Thérèse Loubert qui est une grande dame de la rose, une personne délicieuse, vraiment charmante, qui va vous parler de rosiers sauvages à travers le monde, la résistance naturelle des rosiers aux maladies, la collection Loubert. Alors, c'était prédestiné, mais c'est au Rosier-sur-Loire. Elle a une collection de rosiers botaniques invraisemblables, et notamment en ce moment, il faut aller voir ça. Elle a énormément de rosiers qui ont des cynorhodons. Oui. On en voit de moins en moins des rosiers qui ont des fruits, et ça donc le 22 octobre de 10h à midi à l'hôtel Charlemagne de Lyon. C'est organisé par Mme Masquelier, qui est aussi une grande dame des roses anciennes. Et si vous allez à Lyon pour cela, allez faire un tour au parc de la Tête d'Or. Bah tiens, voilà, c'est ton coup de cœur, le parc de la voilà, Tête d'Or. On va dire, bah oui, puisque les gens seront à Lyon. Ils verront aussi la roseraie, mais surtout les grandes serres, le jardin alpin. Il y a plein de collections et c'est un endroit où on peut passer la journée qui est magnifique. Et dernière chose, du 21 au 23 octobre, vous avez les portes ouvertes d'automne à la pépinière des Hortensias du Haut-Bois à Taupon dans le Morbihan. Pareil, on a fait 2 reportages chez eux sur Nous Jardin TV. Je vous le conseille, ce sont des spécialistes des hortensias avec une collection vraiment superbe. Bon, je vous en ai dit plein de choses. On se repose 2 secondes, on boit un petit café et on revient tout de suite. Pour une récolte abondante et de qualité, choisissez la gamme d'engrais Solabiol, potager et verger, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos cultures ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. 2 à 3 apports dans la saison suffiront. Solabiol, le partenaire de votre jardin nourricier au naturel. Dring. Rocky, qu'est-ce qu'il nous dit, Rocky ? Pourquoi dire que la fougère arborescente a un tronc ? Si elle a une forme d'un tronc de palmier, c'est parce qu'elle a un cœur comme tous les troncs et une tige, c'est donc déjà un tronc. Je crois que Rocky a besoin qu'on remette les choses en place par rapport à la botanique. Pourquoi est-ce que l'on dit que les fougères arborescentes, et les palmiers d'ailleurs, n'ont pas de tronc ? C'est parce que cette grosse tige ligneuse est formée par la base, alors soit des palmes, soit des frondes, qui vont se renouveler en permanence. Et en les coupant au fur et à mesure des saisons, eh bien, vous montez progressivement. Mais quand vous regardez bien une fougère arborescente, c'est évidemment pas un tronc, puisque c'est fibreux, il n'y a pas d'écorce non plus. Donc vous n'êtes pas vraiment sur un tronc. Alors dire qu'elle a un cœur comme tous les troncs, ben non, elle n'est pas faite pareil. Il n'y a pas les mêmes types de vaisseaux. On est sur des plantes beaucoup plus primitives. On a affaire à ce qu'on appelle un stipe, et qui est particulier sur les plantes qu'on appelle monocotylédones. On ne va pas faire un cours de botanique là-dessus, mais quand vous semez une graine, vous avez au début de la germination ce qu'on appelle un cotylédon, c'est-à-dire une feuille embryonnaire. Eh bien, soit vous en avez un, à ce moment-là c'est monocotylédone, soit vous en avez 2, et à ce moment-là c'est dicotylédone. Alors parfois il y en a plus, notamment chez les conifères, mais on les a classés à part, et on ne va pas essayer de compliquer outre mesure cette chose-là. Et puis, si vous coupez de façon transversale un tronc de palmier ou un stipe de fougère arborescente, vous ne verrez pas les cercles annuels, donc la croissance concentrique caractéristique que l'on connaît au niveau de ce que l'on appelle la dendrochronologie. C'est-à-dire quand on essaye de savoir quel âge a un arbre, eh bien on peut y arriver une fois qu'il est coupé, en regardant le nombre de cernes.
Vous êtes curieux de plantes et de nature? Toutes les réponses et bien plus encore dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Mes chers amis, je vais laisser principalement la parole à Pierre pour cela, parce que nous allons parler d'art des jardins, avec l'art topiaire. L'art topiaire, c'est la sculpture des végétaux. Alors ça peut être une sculpture simple, une boule, un cône. Ça peut être aussi une sculpture hyper compliquée, comme on voit dans certains jardins qui ont des figurines d'animaux. Par exemple, en Asie, ils adorent faire ça. Bon, aujourd'hui, c'est un petit peu démodé, mais pas les sculptures simples. Et je peux aussi vous conseiller de voir un reportage qu'on a fait sur News Jardin TV au prieuré de Vauboin, qui est dans la Sarthe, un jardin de buis totalement invraisemblable, avec, on va dire, un fou de sculpture qui crée des formes avec ses buis et qui est passionné de ça et qui vous fait passer le message de façon formidable. On peut sculpter les plantes. Est-ce que tu aimes bien mettre ça dans tes jardins? Il y a l'autopiaire classique, et puis... L'autopiaire fantaisie. Et puis, il y a la façon, après, de tailler les végétaux. Aujourd'hui, les jardins avec les plantes taillées en forme de boule qui étaient associées les unes aux autres, c'est vrai que quelque part c'est un tout petit peu passé de mode de tailler les plantes de façon fantaisiste. Ça n'a jamais été vraiment dans notre tasse de thé, on va dire. Mais aujourd'hui, est-ce qu'un arbre qu'on taille en CP remonté, est-ce que c'est de l'art topiaire? C'est quoi une CP remontée? Une CP remontée, c'est un arbre qui va avoir plusieurs troncs et on va couper les branches latérales sur 1 mètre, 2 mètres, 1,50 m pour laisser passer le regard, laisser que les plantes puissent se développer au bout. Et la tête, on va légèrement l'arrondir. Alors, ça peut être très arrondi sur des plantes persistantes, et puis ça peut être une forme un peu plus aplatie, un peu plus libre, avec des arbres caducs. On crée une sorte d'architecture de la plante. Au lieu d'avoir un arbre-tige avec un tronc et une boule, eh ben on a plusieurs troncs, et ensuite on a le feuillage, qu'on laisse libre ou qu'on peut tailler, qui est des formes qui sont un peu moins, on va dire, géométriques, et à différentes hauteurs. Voilà. Le tout, c'est de créer plus de transparence. C'est important dans un jardin de ville ou sur une terrasse d'avoir des végétaux qui sont à 2,50 m, 3 mètres de hauteur, parce que lorsque vous êtes sur votre terrasse, tout d'un coup, la hauteur de ce végétal, la tête de celle-là, c'est votre rapport d'échelle. C'est-à-dire que quand vous avez sur une terrasse, quand il n'y a rien, votre rapport d'échelle, c'est les immeubles qui sont autour, et votre terrasse, elle est toute petite. Sur votre terrasse, vous mettez 5-6 arbres à 2-3 mètres de hauteur, vous rentrez sur la terrasse, et tout d'un coup, votre rapport d'échelle, c'est à la tête des arbres. Donc l'espace où vous vous trouvez est forcément plus grand que si c'est les hommes qui sont loin. Voilà. Donc c'est important, dans un jardin, il y a toujours les végétaux, ce qu'on appelle de structure. Dans un jardin, c'est quoi? C'est un espace, il y a ses limites. Dans un jardin, il y a quoi? Il y a les allées qui sont obligatoires, les terrasses, pour aller d'un point à un autre. Et puis ensuite, on va installer les végétaux de structure qui vont structurer le jardin. Et sur ces végétaux de structure, on va installer les plantes fleuries, les plantes à feuillage qui vont apporter la beauté. Donc les plantes de structure sont importantes. Et alors après, dans l'art topiaire, soit on a un art topiaire strict, soit on a un art topiaire, on va dire, doux. Et par exemple, le niwaki, la taille en nuage, ça fait partie du topiaire doux? Ça dépend comment il est fait, mais c'est quelque chose qu'on apprécie. Du niwaki sur certains conifères. L'ilex crenata, c'est l'idéal. Oui, mais moi, j'ai jamais vu un Ilex crenata en vie après 10 ans à Paris. Donc, notre jardin peut-être dans le tien, mais regarde à Paris, aux environs de Paris, dis-moi où il y a des Ilex crenata qui sont en bonne santé. Venez chez nous. L'art topiaire, moi je trouve ça magnifique. Poussé à son extrême, c'est comme un peu l'art du bonsaï. On a l'impression de faire souffrir un peu les plantes et puis à l'extrême, ça devient kitsch. De tout diriger. Il y a eu ces jardins à la française où l'homme, Louis XIV, décide de maîtriser la nature et de commander le soleil. Il va se lever au bout de son allée. C'est un fantasme. Oui, on l'a fait récemment quand même dans les petits jardins, mettre des boules, mettre des cônes. Non, plus le jardin est petit, plus les formes doivent être géométriques pour justement créer un espace naturel. C'est le paradoxe. On a toujours dans un jardin des végétaux, comme je le disais, de structure qui vont permettre de donner la forme du jardin, qui vont permettre de faire les différents points, les différentes focales. Et là-dessus, on va pouvoir travailler, amener nos fleurs, amener nos feuillages. Est-ce que c'est des taupières ou pas? La limite entre un taupière ou un arbuste persistant que tu tailles qu'une fois par an, qu'est-ce que c'est? C'est quand même l'art de créer des formes. Voilà, de créer des formes. Donc dans ce cas-là, on est un peu entre les deux, si tu veux. Quand on fait ces CP remontées, certaines sont vraiment taillées comme des taupières et d'autres sont laissées plutôt, mais sont quand même maîtrisées. Et l'art taupière,
Tu parlais du prieuré qui est magnifique. Quand il voit un buis qui veut lui donner une forme, il se donne une échelle de 3, 5, 10 ans pour arriver à son résultat. Et après, on a des jardins de taupières qui sont formidables en France. On a parlé, bien entendu, des jardins royaux, des jardins de Versailles, de Vaux-le-Vicomte. Et puis, on a des choses Il y a Marquessac et Érignac, si tu veux, qui sont des choses où, en pleine nature, on arrive à faire des choses formidables. Il y a les reportages de ces deux jardins-là sur New Jardin TV, donc vous pouvez les voir. Alors, je voulais te dire un truc. Est-ce que tu sais que tu es un topiarius? C'est un jardinier. Eh oui. Bah oui. À l'époque de l'Antiquité, le topiarius, c'était celui qui créait et qui entretenait les jardins. Oui. Et il faut attendre la Renaissance, avec notamment le livre Le songe de Polyphile, où tout d'un coup, en Italie, on se replonge dans l'Antiquité et on a envie de revivre l'Antiquité. Et c'est là où il y a eu des jardins absolument formidables, extraordinaires qui ont été créés, notamment dans la région de Florence. La Villa Lante, qu'on peut encore visiter aujourd'hui. Ouais. Les plantes qui étaient les plus utilisées, il y avait l'if, il y avait le charme, et le buis, avec tous les problèmes qu'il peut y avoir de maladies cryptogamiques sur le buis et de ravageurs avec la pyrale. Et il est vrai que nous, dans nos jardins d'agrément aujourd'hui, on ne plante plus de buis parce qu'on ne veut pas être forcé à traiter 3-4 fois par an. On a remplacé le buis par d'autres arbustes. Par exemple, on a parlé de l'Osmanthus burkhoudi. Oui. On plante de plus en plus de Pittosporum tenuifolium avec le bémol que, au-delà de -12, -15, -18, qu'est-ce qui se passera? Je ne sais pas. Plante du Filaria aussi, pour des taupières qui sont un peu plus grands. C'est aussi des plantes de bord de mer, Filaria. Ça tiendra pour moi plus que le Pittosporum tenuifolium. Il y a des berberis qui sont bien à tailler, en petit. Ça pique. Oui, non, je suis d'accord. Je ne suis pas un banane non plus. Le laurier sauce. Oui, mais on fait des boules magnifiques avec ça. Alors, le laurier sauce, aujourd'hui, dans tous les jardins du Midi, ils sont vraiment attaqués et ils sont vraiment pas beaux. À Paris, ils sont attaqués par les pucerons, ça fait des boursouflures jaunes sur le feuillage. Et c'est pas évident. Quand on parle de taupière et qu'on taille, quand il y a des grosses feuilles, c'est pas très joli d'avoir une feuille qui est coupée par la cisaille. Voilà. Alors, plus les feuilles sont petites, généralement, plus... les troènes de Californie ou les troènes de ionandrome, comme on appelle... Il y a le ionandrome, mais bon, en 84, 85, ils ont tous gelé. Ça fait longtemps. D'ici là, si tu les avais plantés... Ça reviendra. Par contre, les ligustrum se taillent très bien, que ce soit le sinensis, le vulgaria virens. L'hiver, s'il fait très froid, ils vont perdre une partie de leurs feuilles, mais ces arbres qui supportent très bien la taille. Le chêne vert, c'est extraordinaire. Le chêne vert, si vous voulez qu'il fasse 1,20 m, dans 30 ans, il fait toujours 1,20 m, il se porte très bien. On peut tailler comme on veut. On peut tailler comme on veut, c'est de la pâte à modeler. Donc vous avez tout un tas d'arbustes. Il y a des conifères quand même aussi. Il y en a même d'ailleurs qui sont pratiquement des taupières naturelles. Oui, ils poussent lentement. Ah oui, mais Picea glauca conica, qu'on appelle albertiana, ça fait un cône tout seul. Ah oui, même des ifs, des ifs fastigiés. L'if, c'était quand même l'arbre de base des grands taupières. Ouais. Il y a aussi les cyprès de Provence, aussi ça. On peut faire des colonnes qui sont très bien. J'aurais tendance à dire aussi la santoline. Alors la santoline, pour faire des bordures. La santoline pour faire des bordures, elle est parfaite. Il faut la tailler 2 fois par an et avoir un terrain qui est pas trop humide en hiver et pas trop de température trop froide l'hiver. Un jardin aussi que je peux vous conseiller et qui a des très beaux taupières alors que c'est un jardin de base qui est naturel, c'est le jardin plume. Ah bien sûr. Le jardin plume, il a vraiment ces côtés hyper naturels, ces plantes qui vivent presque sauvages, enfin disons dans une sorte de grande prairie avec des pommiers. Et autour de la maison, il a créé des sculptures de plantes, mais c'est d'une beauté, d'une originalité en plus. C'est ça un peu le taupière. C'est si vous vous sentez une âme d'artiste, écoutez, jouez un peu du sécateur et de la cisaille, et puis vous obtiendrez peut-être un chef-d'œuvre. Une question de Valentin. J'ai un monstera, donc un philodendron monstera, depuis 1 an, qui fait environ 2 à 3 feuilles par mois. Comment bien l'entretenir pour obtenir des fruits et où commencent à pousser les fruits? Faut être patient. Monstera deliciosa, c'est une grande liane tropicale qu'on cultive à l'intérieur tant bien que mal et qui ne peut pas s'épancher comme ça veut. Bon. En revanche, ça peut arriver que ça fructifie. Les fruits, c'est assez rigolo, un fruit de monstera. Ça apparaît au pied de la plante. Vous avez donc une sorte de cylindre. Non, c'est plutôt un cylindre qui va sortir comme ça et qui est curieusement comestible. Alors on les appelle dans certaines régions des cérimons. Il faut quand même faire attention si vous voulez les goûter. Attendez que ça soit vraiment bien mûr.
parce qu'il y a de l'oxalate de calcium, un peu comme dans l'oseille, mais en forte dose, donc ça peut être vraiment très très désagréable. Ça fait ce cylindre écailleux, verdâtre, une vingtaine de centimètres, et c'est long la maturité. Il faut quasiment 1 an pour que ça atteigne la maturité. On sait qu'il est mûr, et bien c'est parce que vous allez voir ces petites facettes autour de ce côté écailleux qui jaunit. De vert, ça devient un petit peu jaune. C'est blanc aussi, ça passe de vert au blanc. Non, c'est la spate. La spate est blanche. Qui entoure donc le spadis, qui lui fait le fruit. Donc une fois qu'on parle du fruit, on n'a plus la spate, elle est tombée. Ouais, mais moi j'ai vu des fruits qui tiraient sur le blanc quand même, il me semble. Et je les ai toujours vus en fruits dans leur milieu naturel. Et en pot, j'en ai déjà vu. Tu en as déjà vu. Et ce qui me ferait dire qu'il faudrait peut-être un peu de froid, peut-être pour provoquer la fructification, parce que c'est des plantes qui supportent quasiment, pas les températures négatives, mais j'en ai vu sur la Côte d'Azur plantées dans des patios. Monstera deliciosa. Oui, tout à fait, oui. J'en ai vu en fruits à La Réunion, au Brésil. Le 0 degré est rare. Oui, je ne sais pas ce qui va provoquer cette floraison. Mais tu as raison, comme toutes les plantes tropicales, d'ailleurs la plupart des plantes à fleurs, c'est soit le froid lié à l'hiver, donc qui interrompt la végétation et qui après induit la floraison, soit la période de sécheresse. Quand on a des températures toujours identiques, c'est compliqué, même si, dans la nature, des monstera, on en a vu des géants dans des pays vraiment tropicaux, même, tiens, prenons Singapour, au jardin botanique de Singapour, il ne fait jamais moins de 25 degrés, ils sont en pleine forme et ils fructifient. Mais chez nous, effectivement, l'hiver, un 15 degrés, dans la maison, enfin, ou dans la pièce où vous le mettez, ça aidera sans aucun doute. Il faut être quand même patient parce qu'il est tellement rare que ce soit sur des plantes qui soient très jeunes. En tous les cas, nous, on est toujours jeunes, vigoureux et en pleine forme, surtout après cette petite page de publicité. On revient tout de suite. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre 2 cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut, mettons plus de vie dans nos vies. Pour savoir tout ce qu'il faut faire dans votre jardin cette semaine, suivez le Pense-Bête jardinier de Patrick et Pierre-Alexandre. Du 15 au 22 octobre, on est bien ancré maintenant dans l'automne, donc on va continuer à entretenir notre jardin et on va essayer de faire en sorte de préparer le printemps prochain. Qu'est-ce que tu as envie de faire dans ton jardin ? J'ai pas envie de ramasser des feuilles, mais il va falloir quand même en faire un petit peu. C'est peut-être un tout petit peu tôt, parce que si on est un peu feignant, vaut mieux le faire d'un coup. Ouais, mais après, quand il pleut, c'est difficile. Par contre, quand on a des jolies couleurs d'automne qui tombent sur le gazon, c'est bien de les laisser et de profiter du spectacle. Pas trop longtemps, parce que là, c'est justement, le gazon n'aime pas beaucoup ça. Lorsque les feuilles commencent à pourrir un petit peu ou à moisir, ça favorise des maladies au niveau du gazon. On est toujours dans une période de récolte. Au potager, on va commencer à arracher les racines ou les tubercules, les crônes, les topinambours, les betteraves, les navets, les choux-navets, etc. On peut les mettre en cave. Les crônes, non, on va les manger tout de suite. Mais les autres, on peut les garder longtemps. Ou faire des silos. On fait encore ça, dans une lessiveuse. Oui, on faisait ça autrefois. Ah ben non, notre ami Michael Vincent au potager Colbert, il nous a montré comment faire. On a fait la vidéo d'ailleurs là-dessus, dans une lessiveuse. Et puis, il les a gardés. On avait tourné au mois d'octobre jusqu'au mois de février. Il a pu conserver. Il y avait des navets, des betteraves, des carottes aussi. Donc, éventuellement, vous pouvez faire ça, si vous en avez trop, par exemple. On peut aussi continuer à faire les plantations dont on a parlé les 2 semaines précédentes, mais aussi compléter avec... Ça commence à être la très très bonne période pour planter les conifères, les rhododendrons, enfin tout ce qui est arbuste à feuillage persistant. Moi, je conseille de préparer les trous à l'avance. C'est quelque chose de classique. Est-ce que tu trouves que c'est utile ?
Je pense qu'il serait utile, c'est l'endroit où on sait qu'on va planter ces arbustes ou ces plantes, c'est quelques mois auparavant de mettre une bonne couche de paillage pour que les vers-terres fassent le boulot. Ensuite, de préparer son trou à l'avance, pourquoi pas. Ça permet à la terre aussi de s'aérer un peu plus en profondeur, parce que là, on parle de grands plantes, hein, les conifères, les rhododendres, ça creuse pas tellement, mais bon, mettons les conifères ou les arbres, si les racines rentrent en profondeur dans un sol qui est déjà un peu plus allégé, ça va être quand même un petit peu mieux. Une chose qu'il faut faire, parce qu'on en a parlé la semaine dernière, mais les jours raccourcissent, et ça, c'est quand même pas le mieux pour les plantes, c'est de rapprocher toutes les plantes de la maison des fenêtres, de manière à ce qu'elles bénéficient au maximum de la lumière. On vous dit tout le temps, attention, les plantes, il ne faut pas les exposer à la lumière directe. À partir de maintenant, il faudrait au contraire le faire, parce que vous avez pu voir que l'inclinaison du soleil est de plus en plus basse, et donc forcément l'intensité lumineuse décroît également. Donc il faudrait, en idéal, que la plante reçoive au moins 6 heures de bonne lumière par jour. S'il n'y en a pas assez, on pourrait penser à faire un éclairage complémentaire. Il y a aujourd'hui des LED qui sont très peu consommateurs et très efficaces. Oui, des LED lumière du jour qui peuvent aider pour des endroits où on veut garder des plantes à l'intérieur, on n'a pas assez de lumière. Là, on arrive à la mi-octobre. Il serait peut-être prudent d'envisager de rentrer sous abri les plantes les plus frileuses. Par exemple, les bougainvilliers, si vous n'êtes pas dans la région adéquate, ça fait partie des plantes quand même très, très, très frileuses. Je conseille en revanche de conserver les agrumes à l'extérieur le plus longtemps possible. Donc, quand on est jardinier, lié en permanence avec la météo. C'est quelque chose d'important. Tout à fait. Je veux dire, les agrumes peuvent supporter des températures jusqu'à 0 degré, quoi. Quand on commence à se dire il va faire moins 5, 3, 4 degrés proche de 0, on peut commencer à les rentrer. Quand on va avoir le proche du 0, à ce moment-là, on va les rentrer. Parce que ça ne sert à rien de perdre la moitié des feuilles d'un citronnier, parce que c'est ce qu'il va faire. Premier coup de froid, paf, il va dégager une partie des feuilles. Ça ne l'arrange pas en cette saison, parce que vous avez pu remarquer, la fructification et même la nouvelle floraison va commencer. Donc il vaut mieux que la plante soit quand même en pleine forme. On va tailler les framboisiers remontants, par exemple. C'est terminé la récolte. Oui. Donc on peut couper toutes les parties qui ont donné des fruits. Sur les remontants, c'est notamment très important, parce que vous avez cette partie à l'extrémité qui a donné les fruits, vous coupez, vous aurez la deuxième fructification au milieu du printemps prochain. Les noyers, est-ce que tu les tailles ? Je n'ai jamais vu tailler un noyer. C'est conseillé de tailler les jeunes noyers pour les restructurer. Ah oui, pour leur donner une forme. Mais après, quand un noyer est adulte... Ah bah non, après, de toute façon, en plus, c'est trop grand. J'aime bien faire ça, je le conseille. C'est rabattre les rosiers buissons aux 2 tiers de leur hauteur environ, et puis on peut buter un peu le pied avec la tourbe blonde. Ça, c'est si on est dans des régions à climat vraiment froid. Pourquoi est-ce qu'on rabat à 40 cm ? C'est simplement pour une raison esthétique, parce que sinon, en hiver, c'est moche, ça n'a pas de sens tellement, et donc c'est mieux quand même de le rabattre un petit peu. Continuer la plantation des bulbes, on est vraiment, vraiment en pleine période. L'épaisseur de terre au-dessus du bulbe, en général, c'est 2 fois la propre hauteur du bulbe. Oui, entre 5 et 10 cm à peu près. Ce qu'on conseille, c'est de mélanger les bulbes quand on les plante. En général, quand on fait des mélanges de bulbes, on fait des mélanges plutôt pour les petits bulbes. Oui. Voilà. Donc ça peut aller des narcisses nains, ou muscari, crocus, cils, chionodoxa et autres. Tout ça mélangé. Comme ça, on a des scènes dans le gazon des massifs où les premiers crocus commencent à fleurir au mois de janvier, et on a jusqu'à des cils, des muscari qui peuvent fleurir jusqu'à fin avril. Au jardin potager, on bute les artichauts, les poireaux, les pissenlits. Alors, c'est pas pour la même chose. Les poireaux, c'est pour avoir un fût bien blanc. Les pissenlits, c'est aussi pour avoir un cœur blanc. Et les artichauts, c'est pour les protéger du froid. On utilise à ce moment-là de la terre très, très légère, parce que l'artichaut déteste l'humidité permanente. Et puis, toujours sur le potager, installer des tunnels de protection si vous avez, par exemple, de la mâche et des épinards et de l'oseille. Ça vous permettra de les récolter pendant toute la période hivernale, et vous allez planter aussi l'ail et l'échalote en sol sec. Découvrez les meilleures nouveautés de l'édition Jardin, sélectionnées par Patrick et Pierre-Alexandre. Alors mes chers amis, on ne va pas forcément toujours vous parler
de livres de jardinage. Pierre est un lecteur assidu, il lit beaucoup, et il a envie de vous faire partager un peu ses coups de cœur. Et là, il nous présente Athos, le forestier de Maria Stéphanopoulou. C'est chez Cambou. Je connais pas tellement cet éditeur, tiens. Moi non plus, c'est un livre que j'ai adoré. C'est pas du tout un livre de jardinage, c'est l'histoire d'un homme qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, est passé à côté de la mort et s'est réfugié dans une forêt. La forêt l'aide à panser ses plaies et sa femme, sa fille ne savent pas ce qu'il est devenu. Et c'est un roman qui vous emporte et qui vous montre que la forêt peut vivre avec l'homme et nous permettre de mieux passer le temps qu'on a à être sur cette terre. La forêt nous fait du bien. Voilà. C'est du Chirignoku à la mode, je sais pas, Stéphanopoulou, ça doit être grec. Oui, c'est grec. Alors, j'ai 2 livres qui sont en français, mais qui sont pas d'origine française. Celui-là, ça va t'intéresser, ça, parce que c'est vraiment une petite bible sur la végétalisation des toitures. C'est une chose que tu as pratiquée, que tu pratiques encore. Oui, toujours. On en fera un sujet un jour là-dessus, parce que ça vaut quand même le coup. Ce livre, donc, qui est par Gernot Minke, qui est d'origine allemande, est vraiment très intéressant. C'est parce que il sait de quoi il parle, le type. Le seul défaut de ce livre-là, c'est la densité. Vous êtes dans un bouquin où il faut rentrer dedans à fond pour vraiment en profiter comme on veut. Mais sinon, franchement, si vous vous intéressez à ça, je crois que c'est le livre qu'il vous faut. C'est un bouquin sur lequel on n'a pas beaucoup de texte en français, et là il va très loin. Il s'adresse carrément aux architectes, aux urbanistes et aux paysagistes. C'est pas le bouquin pour le petit jardinier débutant. De toute façon, faire une toiture végétalisée, c'est pas non plus le jardinage de Monsieur Tout-le-Monde, mais je voulais vous en parler parce que c'est quand même quelque chose d'unique. Ça s'appelle Végétaliser son toit, Gernot Minke chez Terre Vivante, ça vaut 17 €. Le deuxième livre que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est un livre d'origine anglaise, celui-là. Ginelle Léon, elle nous a écrit Plantes d'intérieur déco et facile à vivre chez Ulmer. Cette dame est une femme d'affaires. Elle a fondé une boutique qui s'appelle Prick, qui est la seule boutique à Londres spécialisée dans les cactus, les succulentes, etc. Et d'ailleurs, il y a pas mal de cactés dans son bouquin. L'originalité du livre, ça vient un peu de l'homogénéité de l'illustration. C'est-à-dire qu'elle a photographié elle-même les plantes et elles sont toujours ou pratiquement toujours dans ce cache-pot blanc et marron. Le défaut, c'est que les plantes, elles sont minuscules. Elle a pris des sujets, je pense, qu'elle doit vendre dans sa boutique, qui sont des mini-plantes, et certaines ne sont absolument pas représentatives de l'espèce. Il y a des choses aussi sur lesquelles on peut se battre. Moi, je les ai rayées carrément, parce qu'il y a des noms qui ont été utilisés. Alors, je sais que les Anglais, ils sont pas toujours d'accord avec tout le monde, mais elle utilise des noms qui sont considérés comme des synonymes. Par exemple, elle utilise Goepertia au lieu de Calathea, Epismium au lieu de Rhipsalis. Quand on regarde dans la nomenclature internationale botanique, on reste quand même sur Calathea et Rhipsalis. Donc je vois pas pourquoi. Et puis ce que je vais reprocher là-dedans, c'est qu'il y a que des plantes à feuillage ou quasiment. Il n'y a pas l'anthurium, il n'y a pas le clivia, il n'y a pas le columnea, le guzmania, il n'y a pas le phalaenopsis, mais il y a un paphiopedilum. Pourquoi on ne sait pas. Il n'y a pas le sympholia, il n'y a pas le cactus de Noël, alors qu'elle adore les cactus. Il n'y a pas le syningia qu'on appelle le gloxia, le stéphanotis. Enfin, pourquoi ? Alors qu'on trouve là-dedans des plantes bizarres. Elle a mis une plante qui s'appelle Aegagrophypilla. Je n'arrive même pas à le prononcer, je ne connaissais même pas. Aegagrophypilla lainei, qui est une plante, qui est une algue. Pourquoi mettre ça alors qu'il y a des plantes comme l'anthurium qui manquent ? Donc, c'est un bouquin à l'anglaise, on va dire. C'est-à-dire que souvent, les auteurs anglais, ils se font plaisir avant de nous faire plaisir. Si vous avez envie d'avoir des plantes présentées d'une façon sympa, etc., vous pouvez prendre ce livre, mais je trouve qu'il y a plein de choses qui manquent. Il n'y a pas le Ficus benjamina, mais à nous met le Camerops humilis, qui est quand même plutôt un palmier d'extérieur. Donc je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Argon nous demande de parler du Crassula ovata. Qu'est-ce que ça te dit comme plante, ça, Crassula ovata ? C'est le crassula qui pousse un peu en forme de boule avec ses grosses feuilles rondes. Sur le pourtour méditerranéen, peut rester même dehors. Mais donc c'est une plante qui poussera très bien à l'intérieur du moment qu'il y a de la lumière et pas trop de chaleur.
de pas trop l'arroser. C'est une plante qui se bouture très facilement. C'est très sympa comme plante. On l'appelle l'arbre de jade parce que la couleur des feuilles est justement d'un vert un peu jade. Il y en a qui l'appellent l'arbre de l'amitié, l'arbre de la chance, l'arbre d'argent. Enfin, il y a du marketing autour de ça. C'est une plante qui est originaire d'Afrique du Sud, mais qui est quasiment naturalisée en Espagne, aux Canaries aussi, à Madère. Donc, comme tu disais, dans les régions méditerranéennes, on peut vraiment l'avoir à l'extérieur, à condition d'avoir un sol extrêmement drainant. Ça peut atteindre 3 mètres de haut. Hein. Ça fait un gros arbuste. On peut en faire un bonsaï. Ça va très, très bien en bonsaï. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Rien de spécial, parce que moins on en fait, et mieux ça se porte. J'ai une cliente qui en a 3 ou 4 sur sa terrasse à Neuilly. Ça fait 2 hivers qu'elle ne les rentre pas, qu'elle met juste un voile de forçage. Mais ça fait 2 hivers, on n'a pas eu de gelée. Mais pour dire que ça va quand même supporter des températures de 3-4 degrés. Dès qu'il va geler, de toute façon, c'est que de l'eau à l'intérieur. Ça va éclater les tissus. On peut essayer justement, en le mettant sur des températures relativement basses comme ça, d'obtenir des fleurs. Les fleurs, elles ne sont pas extraordinaires vues individuellement, mais quand la plante se recouvre complètement de ces petites fleurs blanc-rosé, c'est quand même vraiment pas mal. En été, évidemment, vous allez le mettre dehors et puis vous laisserez bien sécher le sol entre 2 arrosages, parce que la plante elle préfère les éléments secs que l'excès d'eau. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Attention, si quand même une chose, attention aux cochenilles. Patrick, Pierre-Alexandre, racontez-nous une belle histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Mes amis, je sais que Pierre-Alexandre n'est pas un fanat de conifères, il nous l'avait dit sur cette antenne à plusieurs reprises, mais j'avais envie quand même que l'on parle du métaséquoia, parce que c'est pas un conifère comme les autres, c'est une plante qui était considérée comme éteinte depuis au moins 3 millions d'années et qui, aujourd'hui, dans la nature, est quand même pas rarissime, mais quasiment. Est-ce que tu en as déjà planté? Je pense pas. Il faut de la place. Il faut de la place, oui. C'est comme le séquoia. Je pense que j'ai jamais planté de séquoia non plus. Il fait que des petits jardins. Pas que, mais il est spécialiste quand même des petits jardins. Le métaséquoia, tu as fait allusion au séquoia, on est dans la même famille. Dans les taxodiacées, dans lequel il y a aussi Cryptomeria, il y a des plantes plus rares comme le Cyadopitis. C'est joli, hein, Cyadopitis vaticillata. Ça, tu peux en mettre dans les jardins. Cryptomeria, on plante beaucoup. Oui, parce qu'il y a des cultivars nains. Et métaséquoia, il n'y a que Métaséquoia glyptostroboides. Alors pourquoi? Et comment ça s'est passé? En 1920, un Allemand du nom de Günther remonte le fleuve Yangtze en Chine et il rapporte des graines qu'on lui a données ou qu'il a trouvées, on ne sait pas trop. Ces graines ne sont pas du tout semées et 23 ans plus tard, on les découvre dans un tiroir et c'est semé aux États-Unis au Blissworld Oriental Gardens. Et ces séquoias sont aux États-Unis les premiers qui ont poussé. Mais on ne connaissait pas officiellement la plante parce que, en 1941, un paléobotaniste, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie les plantes disparues, japonais, qui s'appelait Shigeru Miki, découvre, parmi des fossiles âgés d'environ 3 millions d'années, un genre de conifère, et c'est lui qui crée le nom Métaséquoia. Méta, ça veut dire au-delà, c'est au-delà du séquoia. 2 ans plus tard, 1943, alors que là, il a travaillé sur un fossile. Un inspecteur des forêts chinois, qui s'appelle Zhan Wang, ramasse des échantillons d'un arbre que personne ne connaît dans la province du Hubei. Et puis, il apporte ces échantillons, et encore 3 ans plus tard, on est en 1946 alors, d'autres professeurs chinois se disent « Mais tiens, c'est bizarre, les échantillons de Wang ressemblent à ce que Miki a décrit il y a quelques années. Mais c'est la même plante. » Et on est alors en 1948, et ils le décrivent soigneusement sous le nom de Métaséquoia glyptostroboides. Et la même année, un arboretum bien connu, celui de l'université de Harvard, l'arboretum Arnold, finance
une expédition pour collecter des spécimens. Ils ramassent des graines et grâce à cette expédition, eh bien, de nombreux jardins botaniques se retrouvent avec des plants de Metasequoia. Et grâce à ça, la plante est sauvée de l'extinction parce que les derniers exemplaires, on croit, globalement, il y en a quoi, 5000 dans le monde aujourd'hui. Ils sont presque tous concentrés dans cette région du Hubei où on les a trouvés la première fois, et notamment dans une vallée qui s'appelle Shui Saba. Il y en a un peu dans le Yunnan, un peu dans le Sichuan, et il y en a des très vieux, il y en a qui ont 400, 500 ans. Et aujourd'hui, l'UICN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'a écrit, pas comme vulnérable, carrément en danger. Et grâce aux jardiniers, grâce aux botanistes, la plante, elle est totalement sauvée. Parce que vous pouvez en avoir pour votre jardin. Mais comme disait Pierre, évidemment, il faut avoir un peu de place parce que dans la nature, il dépasse largement 40 mètres. Il y en a qui font 60. Donc c'est plus un arbre de parc, c'est plus un arbre forestier qu'un arbre de jardin. Et il est original. Parce que c'est le deuxième conifère après le taxodium à perdre son feuillage. Et c'est joli le feuillage de Metasequoia. Oui. Feuillage très fin, feuillage qui prend une jolie transparence dans la lumière, qui se colore légèrement en automne, mais évidemment les jardiniers ne sont pas restés là. Les jardiniers, ils se sont dit, bon, ouais, Metasequoia, ok, t'es grand, etc., mais on va travailler. Et aujourd'hui, on trouve des cultivars. Peut-être pas des cultivars vraiment pour les petits jardins, mais pour les jardins moyens, il y en a même qui sont pleureurs, il y en a qui sont plus fastigiés, etc. C'est vraiment quand même un arbre qui vaut quand même le coup. Je voulais vous raconter cette histoire parce qu'elle est édifiante. On a tendance à accuser les humains de toutes les malversations possibles, imaginables, on tue la planète, etc. Oui, mais lorsqu'on a des gens qui sont suffisamment connaisseurs, qui sont suffisamment compétents et surtout suffisamment observateurs, eh bien, grâce à eux, on arrive à sauver des plantes. On vous avait raconté l'histoire de Wollemia nobilis. Celle-ci ressemble aussi pas mal. On est dans un autre pays, mais franchement, c'est intéressant. C'est un arbre qui est totalement rustique que vous pouvez accueillir chez vous si vous avez un grand parc. On va terminer comme ça. Pierre, merci beaucoup d'avoir participé une nouvelle fois à notre émission. Merci Patrick. Je crois que vous avez pu apprécier toute sa connaissance, notamment sur les taupières. Là, il était absolument passionnant. On avait notre équipe technique comme d'habitude. Il y a Luc qui nous regarde avec ses airs malicieux. Il est en train de nous faire tous les réglages de son qui sont nécessaires. Miguel, il est toujours concentré. Il a carrément 4 caméras à travailler à la fois, donc c'est pas aussi évident. Il est très sage. Et puis Nicole, elle était aussi particulièrement sage, mais elle écoute tout ce que je dis et tout ce que Pierre dit, et après elle dit « oui, t'as dit ça, fallait pas, etc. » Mais elle est extrêmement précieuse, et puis alors, celle qui est précieuse parce qu'elle est dans nos cœurs, elle s'appelle Perle, vous l'entendez pas, vous la verrez, parce que je vais vous la mettre en photo, et vous verrez comment elle est pendant 1 heure, elle ne bouge absolument pas, elle est magnifique. Alors, soyez aussi magnifiques, profitez de votre jardin, ça commence à se colorer, il y a encore des jolies fleurs. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Bienvenue au Jardin. C'est notre émission préférée, on vous dit donc à la semaine prochaine et bienvenue au jardin.